Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver en espérant que vous portez bien. Et nous allons faire le tour de l'actualité avec notre invité ce soir, c'est le nouveau président de la SOPAMA, M. Bérisson Olivier, que nous saluons. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre appel. En attendant de vous poser quelques questions et de refaire le tour de l'actualité avec vous, on parlerait également des activités de la SOPAMA, les combats que vous allez mener, Dieu seul sait peut-être s'il y en a, quand on regarde un peu ce qui se passe. Et puis, nous allons, permettez-moi de saluer les deux techniciens à la réalisation technique, c'est Priscilla et Hervé et Jacques-André Coquin, que nous remercions pour cette partie technique, Emmanuel Hamon, lui, pour la collaboration. Nous l'avons dit, vous êtes le nouveau président de la SOPAMA, M. Olivier Bérisson. Oui. Bérisson. Bérisson, voilà. Depuis le 24 janvier 2015. Alors, mais je suppose que vous avez très certainement œuvré avant de devenir le nouveau président. Alors, vous êtes? J'ai été simplement membre de la SOPAMA. J'ai surtout œuvré ailleurs. Et on m'a demandé est-ce que je voulais reprendre le flambeau. J'avoue qu'il y a 3 ans de ça. Et malheureusement, un certain nombre de difficultés personnelles et professionnelles et autres m'avaient un petit peu éloigné de la vie associative. Et puis là, j'ai retrouvé un peu de liberté et de temps, parce que ça demande du temps. Ouais. Donc, je suis à la disposition de mon pays. Voilà, et donc la SOPAMA, je suppose que vous avez dressé un bilan de tout ce qui s'est passé avant. Vous vous êtes arrêté, qu'est-ce que vous allez reprendre, comment vous allez continuer? Alors, j'ai la chance d'être arrivé au moment où ils ont fait justement les 35 ans de la SOPAMA. Donc, il y avait justement une rétrospective de ces 35 années qui sont, on peut le dire, le bilan plus que positif, puisque aujourd'hui, les notions d'écologie et d'environnement sont plus que d'actualité et tout le monde en parle. Et tout le monde sait que c'est l'avenir, et même plus que l'avenir, c'est qu'il n'y a pas le choix. Oui, avec le réchauffement de la planète et tout ce que nous connaissons? Non seulement avec le réchauffement de la planète, mais aussi avec des changements de pensée, de mentalité, dans la manière de consommer, dans la manière de se porter, dans la manière de respirer, de manger, de boire. Avec toutes les publicités que nous avons sur l'économie de l'énergie, l'économie pour l'électricité, plus de sachets dans les supermarchés, tout ça. Donc c'est un changement de mentalité en positif ou en négatif? Alors, pour vous, hein? Alors, de là où on vient, ça ne peut être que positif, mais il y a beaucoup de choses à faire. On va dire que la bouteille est à 1/3 remplie. Donc, vous écoutant, c'est catastrophique. Non, elle était quasiment vide. Donc, il faut absolument continuer à la remplir. Remplir dans le bon sens, alors. Remplir dans le bon sens. C'est-à-dire que, fondamentalement, il reste à sortir de l'idée que ce soit les autres ou des associations ou les politiques qui doivent prendre en main cette affaire. Il faut tout simplement que le citoyen se prenne en main, que le Martiniquais se prenne en main et se dise chaque jour je fais un geste en faveur de l'écologie, en faveur de l'environnement. Éteindre les lumières plus tôt, ne pas allumer 10 télés en même temps. Regardez comment ils jettent, on ramasse, on voit tellement de choses dans les mangroves, près des rivières, près des sols. Quand on change d'électroménager, par etc. exemple. On voit des dépôts, des élevages sauvages. On voit des gens encore saccager la mangrove. On voit le littoral être saccagé, etc. Et puis la SOPAMA n'est pas seulement une association écologiste, c'est une association de sauvegarde du patrimoine. Alors, quel est le patrimoine martiniquais aujourd'hui? Premièrement, vous. Heureusement, vous me protégez alors. Nous, c'est-à-dire que nous considérons que nous faisons partie du vivant, d'un système, d'un écosystème qu'il faut protéger, dont je voudrais signaler aux Martiniquais que la nature martiniquaise, si le Martiniquais n'est pas là, va se porter mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dit que la nature a demandé pardon. Donc, fondamentalement, il faut comprendre que nous devons la respecter pour qu'elle nous respecte. Voilà. Et quand on voit, par exemple, les grosses catastrophes qui arrivent, c'est le retour de la médaille? Mais évidemment, quand on dit que nous, c'est ça, nous simons qu'on récolte. Donc, vous ne pouvez pas polluer, déverser, vidanger, jeter les mégots, les bouteilles, etc. Et puis après, vous étonner des résultats. Donc, que ça soit pour les grandes plantations agricoles, que ce soit monsieur, tout le monde, chez lui, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable de ce qui se passe. Donc, tout le monde peut être responsable aussi du changement et aussi de la protection de l'environnement. L'éducation, vous la faites où? Vous la faites également dans les écoles? Alors, justement, nous sommes en train de monter modestement
un volet formation pour entrer dans les écoles. Il y a des demandes. Bien sûr. Donc nous intervenons pour l'instant au coup par coup, au cas par cas. C'est ça. Nous avons aussi des étudiants d'ailleurs qui viennent des fois même de l'étranger nous rencontrer pour voir ce que nous faisons, ce que nous avons proposé. Ça montre que le travail quand même paie en quelque part. Oui, il faut féliciter tous les fondateurs de la Sopamar et tous ceux qui ont œuvré depuis 35 ans. Bien sûr. Et c'est un travail magnifique. Et pour qu'on parle de la Martinique, au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens de son écologie, de sa biodiversité. Et justement, nous sommes le 40e biotope mondial. Donc nous sommes riches. Est-ce que les Martiniquais en prennent conscience? Pour l'instant, beaucoup de Martiniquais disent pas n'y a rien Martinique. Je veux signaler qu'il y a 80% de ce dont homme a besoin pour vivre dans ce pays. D'autres pays considérés comme des grandes puissances n'ont que 20%. Nous allons voir les 80% tout à l'heure. On regarde d'abord le premier sujet que nous allons débattre. C'est la visite de la commission de transport de la toute nouvelle collectivité, la CTM. C'était donc sur le TCSP. On va regarder en image ce que ça donne et puis après on parlera du TCSP. Peut-être que c'est écologique, non? Le TCSP accueillait ce lundi la commission transport de la CTM ainsi que les différents partenaires du projet. 14 bus sont désormais opérationnels pour débuter le service entre la Pointe-Simon et Carrère ou Mao. 17 stations ont été aménagées sur les 14 km de voies propres. Comme nous sommes vraiment à la dernière ligne droite, avant l'exploitation du TCSP, ça sera une visite commentée en bus à haut niveau de service et pour découvrir donc les installations et pour juger de la pertinence de l'installation précisément. Tout au long du circuit, le chef de projet du TCSP a présenté les réflexions portées sur ce nouveau mode de transport. À côté de la station, il y a des arrêts CFTU, mosaïque, de façon à ce que l'intermodalité des transports avec mosaïque puisse fonctionner. Donc, les passagers du TCSP auront la possibilité de prendre les bus de la CFTU avec le même ticket, puisque c'est le même type de billettique qu'il y aura à la fois sur les bus à haut niveau de service dans les transports mosaïques. Vous pouvez constater que le bus est très silencieux parce qu'il fonctionne essentiellement sur moteur électrique. C'est un moteur hybride avec un petit moteur diesel qui permet de recharger les batteries dans le cas où elles seraient déchargées. Les travaux du TCSP touchent désormais à leur fin. Le marquage, la signalisation et la mise en place des feux tricolores sont les derniers paramètres à installer. Nous sommes en train de finaliser quelques petits travaux, juste pour vérifier la conformité de quelques travaux. Nous sommes en train, par le biais du délégateur, on est en train de former un peu des chauffeurs sur justement le site propre, la ligne, pour voir un peu ce qui ne va pas globalement. Et après cela, nous passerons à une phase opérationnelle concernant tout ce qui est délégation de service et donc exploitation. On estime qu'on devrait pouvoir fonctionner pour la rentrée de septembre. Avant la mise en circulation du TCSP, une période d'essai en conditions réelles nommée marche blanche, c'est-à-dire sans passagers, sera organisée avec les 60 chauffeurs formés. Voilà donc pour le TCSP, Monsieur Béguisson. C'est écologique. 80, pratiquement un moteur électrique avec une petite charge de moteur diesel pour recharger les batteries. Écoutez, cet outil a le mérite de vouloir faire en sorte que le Martiniquais dépose son véhicule. Mais nous sommes quand même circonspects sur la manière et l'objectif. Nous pensons que les Martiniquais, à l'heure actuelle, ont besoin peut-être d'un transport global sur une organisation globale sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas aujourd'hui si cet outil tel qu'il est conçu aujourd'hui va fortement encourager les Martiniquais à déposer leurs véhicules pour se rendre à Fort-de-France. En sachant qu'un certain nombre de Martiniquais aussi, ça va dépendre des horaires par rapport aux heures de spectacle, etc. Et puis, je ne sais pas si les Martiniquais vont qu'à Fort-de-France.
Donc l'axe... Quand on regarde un peu les embouteillages qui arrivent, le flux de personnes qui descendent déjà dans Fort-de-France, peut-être une partie qui bifurque sur Chelcher après ou encore les annexes, il y a quand même un pourcentage, il y a quand même une étude qui a été faite. Écoutez, nous espérons que ça va fluidifier le trafic déjà pour les usagers, mais nous sommes circonspects sur la manière dont ça a été fait, surtout sur le fait que ça n'a pas été fait de manière globale sur l'ensemble du territoire. Ça demande aussi. Peut-être que vous serez les premiers à pointer du doigt s'il fallait empiéter sur le reste d'une mangrove, par exemple. Organiser le transport sur l'ensemble du territoire ne veut pas dire faire des routes supplémentaires. C'est pas du tout ça. Je pense que bon, c'est fait, mais il y avait moyen d'organiser. Il y avait une autre étude à faire. Il me semble que, par exemple, dans l'île Sœur, le transport est organisé sans pour autant faire de routes supplémentaires. Et ils n'ont pas eu besoin de faire de TCSP. Peut-être qu'ils sont peut-être plus en avant que nous. Tout simplement avec une volonté. Ils avaient déjà une organisation. Tout simplement avec une volonté d'organiser avec des bus, des rotations, avec des heures précises, etc. Est-ce que le Martiniquais n'est peut-être pas plus attentif et plus accroché à son véhicule peut-être que les Guadeloupéens? Mais tout est fait pour ça. Je me souviens d'une chanson d'une célèbre Begin qui vante le fait que Moussa Amoun est en loto. Mani en loto neuf. Mani en loto neuf. Donc, il y en a une autre après. Donc ce que je veux dire, c'est que nous avons hérité de cela. Est-ce que nous sommes toujours là, nous en loto neuf? C'est une question que vous me posez, non? C'est une question que je pose à la population. Allez, on leur posera la question alors. Voilà, bon, j'avoue que personnellement, je suis un féru d'automobile, mais pas forcément. Moi, je suis prêt à déposer ma voiture pour aller sur mon automobile. Et c'est ça la première question aussi qu'il faut se poser. Est-ce que les Martiniquais... Maintenant, moi, je suis prêt à y aller. Oui. Le problème, c'est que... Si vous êtes seul à le faire? Voilà, un. Et deuxièmement, est-ce que, par exemple, pour venir à Zouk TV aujourd'hui, à l'heure où je dois y arriver, par rapport à l'heure où je laisse mon travail, est-ce qu'à le retour, voilà, etc. Donc, maintenant... je ne viens pas non plus à Fort-de-France tous les jours. Beaucoup de Martiniquais et de services maintenant sont décentralisés. Absolument. Et puis la logique aussi de l'aménagement du territoire serait de décentraliser un certain nombre de services. Je pense notamment à des régions qui sont quand même moins développées que d'autres, notamment le Nord Caraïbes et Nord Atlantique. Donc, fondamentalement, l'aménagement global du territoire est une résolution du transport. Donc, pas forcément faire des routes supplémentaires ou aménager des bus. Maintenant, il vaut mieux que ce soit des bus hybrides que des bus totalement diesel. Comme ça vous rejoint un tout petit peu. Ça commence. Ça viendra alors. On garde bon espoir si vous êtes encore jeune, donc il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas de jeunesse seulement, il s'agit de faire en sorte de réduire ce qu'on appelle le niveau d'émission de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le bilan carbone. Donc fondamentalement, tout ce qui peut être fait pour qu'on rejette le moins de dioxyde de carbone dans l'air doit être fait. Bien sûr. Souvenez-vous de la Martinique citoyenne. Vous vous souvenez de ça quand vous êtes dans la campagne électorale? Martinique citoyenne, la nouvelle tendance, cette mobilisation de Martiniquais ensemble qui ont créé ce mouvement Martinique citoyenne. Martinique citoyenne qui ne voulait pas s'arrêter là aux élections. Et Martinique citoyenne, si vous voulez bien, on va regarder le reportage, devient une association et projette de faire tout plein de choses. On regarde le reportage Martinique citoyenne. Nous avons plusieurs pistes. Nous avons en fait deux volets. Nous avons le volet politique où bien sûr nous allons nous exprimer politiquement parlant, prendre part au débat politique bien entendu parce que c'est là que la parole se fait, c'est là que les engagements sont pris et ce qui constitue aussi un véritable pouvoir. Mais à côté de ça, nous avons aussi un volet projet, c'est-à-dire que beaucoup de nos adhérents, beaucoup de nos militants sont engagés dans des projets citoyens, porter la parole citoyenne ou même des projets purement associatifs. Donc, ce sont ces deux volets que nous allons désormais aborder et développer à Martinique citoyenne. Dans le cadre de ce volet politique, nous comptons bien justement exister au niveau politique, nous présenter aux élections et puis être partie prenante du débat politique, du jeu politique en place en Martinique. Nous avons attendu et donc fidèles à ce que nous avons développé durant toute la campagne, nous sommes assez intraitables sur l'évaluation des politiques publiques et je crois que les élus ont des comptes à rendre
Et il ne s'agit pas d'en faire un casus belli, mais vraiment, c'est un dialogue, c'est une cohésion sociale. Donc, nous demandons à la CTM, nous avons fait une lettre ouverte au président de la CTM, mais également au président de l'Assemblée, et à tous les élus de la CTM, pour leur demander où ils en sont et où en est ce contrat de gestion qu'ils avaient promis durant les élections, parce que c'est notre rôle et notre devoir de citoyen de demander, d'évaluer les politiques publiques et de demander où on en est de l'action publique. Voilà, Martinique citoyenne qui aujourd'hui, à part cette première échéance d'élection, se forme, propose des choses. Quand vous avez entendu la première fois Martinique citoyenne, un groupe de Martiniquais se mettait ensemble pour aller à l'aventure sur cette collectivité territoriale, vous vous êtes dit quoi? C'est une très bonne chose. Je suis moi-même, en dehors de la SOPAMA, engagé politiquement dans une formation politique qui s'inscrit un peu dans la logique que j'aimerais, qui s'appelle Nous Peuple. Et en fait, ce sont des mouvements mondiaux. On le voit en Espagne avec Podemos, par exemple, à Porto Alegre, en Islande, en Grèce. Nous voyons point de ces mouvements, même en Afrique actuellement. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le côté paternaliste est terminé. Par exemple, beaucoup de personnes disent « Qui ça la SOPAMA qu'a fait ?» Non, qui ça nous qu'a fait? Qui manière nous qu'a venu porter en parle à la SOPAMA? Par exemple, nous avons besoin de veille écologique, des veilleurs, des personnes qui appellent, mais qui prennent des photos, etc., etc. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, responsable chaque personne. Oui, c'est-à-dire que le monde politique classique a un peu de mal avec ça. C'est-à-dire qu'il faut, selon moi, intégrer de manière très forte la logique du citoyen acteur et non pas spectateur. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le meilleur ingénieur de la Martinique, c'est le Martiniquais. Je donne un exemple qui va rejoindre, par exemple, la SOPAMA. Je suis allé mercredi dernier à Saint-Joseph voir un enrochement de terrain. Et on m'explique qu'il y a une source. Alors l'ingénieur qui vient d'ailleurs, ne sait pas. Il met ses roches, il a fait ses études, etc. Mais nous savons comme ça s'est fait, je crois, Soleil Levant, François. Oui, absolument. Moi, je connais des gens qui devaient acheter des franciscains, qui devaient acheter là, mais qui ont dit non, je n'achète pas parce que les matés petits, ils tenaient la source qui était coulée là. Mais non, on a fait quand même les maisons, puis patatras. Ouais. Ça a donné ce que ça a donné. Mon Calbas. Aussi. Cette-Marie, on a vu des maisons aussi s'écouler. Donc aujourd'hui, je donne cet exemple pour montrer le lien qu'il doit y avoir entre les habitants, les résidents, le citoyen, les vrais natifs natals, et puis la mise en place de projets et de politiques. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dicter quelque chose avec des gens qui suivent. On me dit, il n'y a pas un berger et puis des moutons. Non. Tout le monde berger. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que personne par mouton. Exactement. Donc, c'est important pour moi que ces mouvements-là prend un essor. C'est l'avenir, c'est un changement de mentalité. Et le petit bémol que je mettrai, c'est que pour ma part, le citoyen martiniquais n'existe pas encore. Il est en devenir. Nous sommes pour l'instant dans une situation où nous sommes plus ou moins assimilés à un citoyen français. Toujours. Citoyen français. Pour ma part, la citoyenneté martiniquaise doit se construire, elle est encore en construction. C'est mon avis. C'est la SOPAMA qui donne aussi... La SOPAMA, justement, permet aux Martiniquais de savoir qu'ils sont riches. Qu'ils sont riches déjà de ce qu'ils sont, de leurs cheveux, de leur nez, de leurs bras. Qu'on a à être fier, on doit les valoriser, pas forcément à les changer, pas vraiment vouloir ressembler à X, Y, Z, mais à être soi-même. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est valable aussi pour la terre martiniquaise, pour le ciel martiniquais, pour la montagne martiniquaise, la rivière martiniquaise, la mer martiniquaise, la cuisine, la danse, notre manière de marcher, de parler, de regarder, d'échanger. C'est à nous, c'est force nous. Et c'est ce que nous avons offert au monde. Comme le Limousin, ou l'Aquitaine, ou
Majorque, ou Munich, ou la Corse, ou la Chine, à offrir ce qu'elle est au monde. Et les dirigeants à la déclaration de la COP21 disent très clairement quoi? Ils disent que si chaque région du monde est souveraine en alimentation, en énergie, en eau, c'est écologique, on apporte de la richesse, on fait des économies, et surtout, on réduit le bilan carbone, on protège la planète en étant soi-même. C'est ça. Donc, ce que moi je dis, c'est que ces mouvements citoyens sont alors, c'est une résultante aussi, on va dire, de l'abstention et des de la politique traditionnelle. Et puis il faut l'admettre, hein, tout système a un temps. Rien n'est figé, rien n'est immuable. Qu'on pied bois, pourquoi pas de feuilles, pourquoi pas de pousser. En l'autre manière, pas même manière que le point chanté là. Il faut nous accepter ça, c'est écologique. Et nous bien placés, hein, l'écologie. Allez, puisque nous sommes ensemble. Allez, 250 ans de la CCIM, là aussi, hein, c'était il y a 250 ans de ça. La CCIM, avant, c'était sur Saint-Pierre, également. L'éruption de la montagne Pelée a pété, tout est redécentralisé un petit peu quand même sur Gaumont, avant de redescendre sur Fort-de-France, pour ceux qui oublient l'histoire. Allez, on regarde son reportage, 250 ans de la CCIM. Aujourd'hui, dans l'ancien bâtiment consulaire du 53 rue Victor Hugo, une exposition retraçant les 250 années de vie de la Chambre de commerce a été mise en place afin d'accueillir la population martiniquaise. Ouverte du lundi au vendredi toute la journée durant 250 jours, cette exposition permet au professeur honoraire d'histoire moderne, Vincent Huyghe-Belrose, de partager le fruit de ses recherches et rendre vivants ces moments clés de notre histoire insulaire. Alors cette exposition a été voulue par le comité des présidents, constitué par le président Emmanuel Baudouin, pour marquer l'anniversaire de 250 années d'existence de la Chambre de commerce. Comme il n'y avait pas de documents, très peu sur place, en fait ce que vous allez trouver comme documents sur place, ce sont essentiellement les cartes postales des archives et du musée régional d'histoire et d'ethnographie. Pour tout le reste, j'ai dû faire des missions à Marseille, aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence et même à Bordeaux. Cette exposition permet de découvrir les aspects de l'histoire du commerce de la Martinique. On connaît l'esclavage, on connaît les affaires coloniales, les guerres, les changements politiques, les changements de statut, mais en fait, on ne sait pas comment circulaient les biens à l'arrivée et surtout comment se faisait la distribution dans l'île. Nous avons beaucoup insisté sur cet aspect, le commerce intérieur. Quels ont été les faits marquants durant ces 2 siècles et demi passés? Alors, j'ai divisé cela. Bon, il y a évidemment la date de naissance, 1759, mais j'ai insisté pour dire qu'il y avait une date que l'on ne connaissait pas, c'est celle de la création des commissaires du commerce en 1776, qui ont joué le rôle de chambre de commerce en le partageant avec l'Assemblée, la chambre d'agriculture. Ensuite, vous avez 1848, incontestable, qui est important pour notre histoire de façon générale parce qu'il y a l'abolition de l'esclavage et cette abolition permet l'essor et surtout la meilleure représentativité de la Chambre de commerce puisqu'il n'y a plus les entraves raciales, ethniques, de catégories, de castes comme on disait à l'époque. Et puis, une dernière étape, 1895, à ce moment-là, avant même les chambres de commerce de France, la Chambre de commerce de la Martinique jouit du statut d'établissement public, ce qui va lui permettre de se lancer dans des projets d'infrastructure et même dans des réalisations d'équipements sur le port de Saint-Pierre et sur celui de Fort-de-France. Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à cette exposition, un site web dédié qui rassemble des données inédites sur l'histoire de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique depuis sa création à Saint-Pierre en 1759 a été créé à l'adresse www.250ansd'espritgagnant.fr. 250 ans, 250 années, c'est pas hier hein, pour la CCIM. Alors j'ai un avis assez mitigé. Parce que le commerce aussi a fait beaucoup de mal à l'écologie en Martinique. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle commerce. Évidemment, nous sommes pour le petit commerce de proximité. Et nous sommes pour que, justement, tout le territoire soit équilibré et pas forcément regroupé, non seulement géographiquement, mais aussi aux mains des mêmes personnes. C'est écologique,
que le gâteau soit partagé par le plus grand nombre et non pas pour un petit nombre qui utilise le plus grand nombre. Donc, moi, je suis un peu partagé et en tant qu'écologiste, je suis pour l'économie solidaire et citoyenne. Donc, si la Chambre de commerce se dirige dans ce sens afin de favoriser justement le plus grand nombre et non pas le plus petit nombre, la Sopamar, je pense que ça correspond aux valeurs et à la charte de la Sopamar où, en fait, l'homme martiniquais et la femme martiniquaise sont au centre de notre projet, pas forcément le commerce martiniquais. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect commercial est un outil au service de l'être humain et non pas l'être humain au service du commerce. L'écologie, le commerce doit être aussi dans son environnement. Et aujourd'hui, nous devons commercer différemment. Est-ce que nous pouvons continuer à commercer comme on l'a fait pendant 250 ans? Ça donne les résultats que nous avons. Nous avons le chlordécone. Donc il faut changer la donne. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que améliorer la donne. Il faut que le commerçant, c'est-à-dire le chef d'entreprise, se sente responsable non pas de l'activité économique du pays seulement, non pas seulement de l'emploi, mais aussi de quelle direction on donne à ce pays. Quel est le label qu'on veut que la Martinique ait en termes de commerce? Est-ce que ce serait un commerce durable? Est-ce que c'est un commerce solidaire? Est-ce que c'est un commerce qui partage ses richesses? Est-ce que c'est un commerce qui fait attention à ses richesses naturelles, à sa biodiversité, qui les valorise? Par exemple, la Sopamar ne comprend pas comment on a pu installer ce fast-food à l'aéroport Aimé Césaire, qui ne met pas en valeur le patrimoine martiniquais. À l'arrivée, déjà. Écoutez, allez dans n'importe quelle île de la Caraïbe, vous allez voir qu'on met en valeur d'abord les richesses du territoire. Lorsqu'un touriste vient, nous voulons qu'il rencontre non pas un folklore, mais une réalité de vie où nous vivons, nous mangeons, nous buvons. Voilà, et c'est ce que nous lui proposons au départ, à l'arrivée comme au départ. Il est là dans la salle d'attente, qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il doit... Quel goût, quelle saveur doit-il garder dans notre île? Quelle saveur, alors, gustative, olfactive, visuelle? C'est ça aussi le patrimoine martiniquais. Donc, nous avons des orientations à la Sopamar qui sont celles de toujours valoriser le patrimoine martiniquais. Mais alors donc par rapport justement par rapport justement, alors c'est bien que l'on fête les 250 ans de la CCIM, mais j'espère que les 250 prochaines années vont inverser la vapeur. Alors vapeur, jeu de mots, où on va dire que la vapeur du commerce va envahir la solidarité martiniquaise véritablement et sortir justement de cette idée fermé pour moi dans un entonnoir où le commerce est destiné à une certaine catégorie de personnes. Voilà un sujet qui va vous plaire, c'est la protection des tortues. Ça rentre d'emblée dans quel que soit, vous protégez tout. La protection des tortues, c'est l'arrivée des tortues venant de très loin, venant pondre ici sur nos plages. Et parfois, on constate que parfois les Martiniquais qui ont quand même pris conscience. On peut le rappeler. Oui. Alors, ils ont pris conscience, mais on va dire que la conscience a baissé d'un cran lors des dernières vacances de Pâques. Oui, c'est vrai. Nous avons vu un camping comme on n'avait pas vu depuis longtemps aux Salines, sauvage. On a même vu une tortue devoir rebrousser chemin. Parce qu'elle ne pouvait pas pondre ses œufs. Donc, nous prions les Martiniquais de comprendre que c'est une richesse. Pas seulement de venir voir la ponte des tortues, c'est pas ça la richesse. C'est qu'il y a tout un écosystème qui est en marche et qu'il faut protéger, mais valoriser. Alors, je vous propose de regarder le reportage et puis on continue sur cette valorisation de la protection des tortues marines. Observer une tortue en ponte est un spectacle auquel nous aimerions tous assister. Toutefois, quelques règles sont à respecter pour ne pas les déranger pendant ce moment si délicat. En effet, la saison de ponte des tortues luttes a débuté en mars et se prolongera jusqu'en août. Celle des tortues imbriquées a déjà débuté et se terminera vers le mois d'octobre.
présence d'une tortue luc. Alors elle est arrivée à 20h, elle a balayé son emplacement. Après le balayage, elle a posé son nid. Et maintenant, elle est en train de pondre. Que faire face à une tortue en ponte? Premièrement, il ne faut pas la toucher. Il faut même se placer à une dizaine de mètres derrière elle. La prendre en photo avec un flash est à proscrire. Les tortues doivent être observées dans le calme et le silence. Et il ne faut jamais se placer entre elles et la mer. En Martinique, le réseau Tortues Marines se bat pour que les communes aménagent leur littoral en tenant compte des tortues marines qu'il est nécessaire de protéger. Et là aussi, c'est une éducation que vous apportez également quand vous faites vos interventions. Pour les plus jeunes, on dit maintenant, c'est les plus petits qui cabent les plus grands conseils. Ah oui, peut-être nous arrête de nous agrands. Vous savez, le changement passe, il est encore écologique. Le changement passe par le renouvellement humain et de voilà, c'est comme ça. Pour revenir aux tortues, ça rejoint le combat du littoral que mène la Sopamar depuis des années. Ouais. Nous rappelons qu'il y a une loi sur le littoral qui fait obligation de faire en sorte que les plages soient libres d'accès. Ce n'est pas le cas. Et on a même vu quelqu'un mettre un filet dans la mer pour se protéger des algues, pour ne pas que ça arrive devant chez lui. Et puis on a vu que des tortues rentraient sur le côté pour repartir, il n'y a pas regardé si c'est côté, etc. Et puis on a été prisonniers à nos filets. Donc c'est embêtant. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens martiniquais ne comprennent pas l'importance de chaque espèce qui vit soit sur le territoire martiniquais, soit autour du territoire martiniquais. Donc c'est important. Nous avons la chance d'être le repère de ces animaux marins qui sont millénaires. Ça demande respect, ça demande d'ailleurs une organisation. Et nous demandons d'ailleurs, puisqu'il y a une plage particulièrement prisée par les tortues qui sont les salines, nous demandons justement aux touristes et aux Martiniquais de la laisser le plus propre que possible, d'éviter de jeter des bouteilles, etc., etc. On a vu des choses abominables pendant ces vacances de Pâques, notamment à Lens-Meunier. Donc nous lançons un appel à la vigilance. C'est les campeurs eux-mêmes qui devraient être vigilants. Et entre eux, faire la police. C'est ça. Ils n'ont pas besoin de gendarmes. Mais non. Il faut aller vers la responsabilité de notre pays. Nous ne sommes plus des enfants avec le fouet qui vient nous taper dessus. Hein? Nous devons être capables d'être adultes et nous prendre en main l'armée. Voilà, l'autre situation qui se prend en main, c'est les besoins sociaux concernant l'handicap. 23 CCAS se sont mobilisés, et ça pour mettre ensemble leurs efforts pour arriver à suivre justement cette réglementation et mener ce qu'ils appellent les analyses des besoins sociaux, qui est donc un outil indispensable pour la politique sociale locale. On va voir ce que ça donne en image, et puis on se retrouve juste après. Les élus et CCAS présents à la Maison de la Culture de Trinité ont fait le constat ce mardi matin de la nécessité de cette analyse des besoins sociaux pour permettre le débat dans les communes et l'adéquation entre besoins et actions réalisées. Aujourd'hui, nous avons décidé de restituer tout un chantier que nous avons entamé il y a pratiquement un an. Et on a cherché à savoir sur le plan de l'handicap, qu'est-ce qui était fait et qu'est-ce qu'il fallait faire, parce qu'aujourd'hui, l'handicap est quand même quelque chose de peu connu. Vous avez montré la voie qu'il y a en mutualisant. Donc on voit bien que cette voie de mutualisation en termes de connaissances de terrain, c'est ce que l'on devrait faire. Le désir aujourd'hui, c'est de toucher de près ce qu'il y a à faire et de réaliser ce que nous pouvons faire avec les moyens que nous avons. Je pense qu'il y a des choses à faire en mutualisant les communes. La politique du handicap est gérée par les communes à plusieurs niveaux avec la contribution des différents acteurs sociaux. La politique du handicap est gérée d'abord par le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Il y a une élue déléguée, première adjointe déléguée au handicap. Nous mettons en place aussi un service à disposition de cet élu. Donc c'est dire que nous avons la volonté d'aller à la rencontre de tous ceux et toutes celles qui sont sur notre territoire et qui ont un handicap, quel qu'il soit, et de les approcher et de les accompagner dans leurs besoins quotidiens.
tous les handicaps sont pris en compte, et notamment au niveau depuis la scolarité des enfants, puisque nous intégrons les enfants qui ont des difficultés à ce niveau-là dans les classes normales. Il n'y a pas de stigmatisation. Hein. Donc après, nous intervenons au niveau des quartiers pour aller à la rencontre des populations. Il y a l'élu délégué, il y a le service social, il y a le bureau du logement, il y a la centre sociale qui font des visites sur les quartiers. Le travail en groupement des CCAS a permis la réduction du coût de l'analyse des besoins sociaux de 40%. Il en ressort surtout une forte solidarité et une cohésion entre les CCAS, optimisant ainsi la réflexion sur l'accompagnement des publics. Je crois qu'il s'agit là d'un exemple de ce qu'on doit faire, pas seulement dans le domaine de l'aide sociale, mais dans d'autres domaines dans ce pays Martinique. Voilà, ce pays Martinique a besoin de cette solidarité autour de l'handicap. L'handicap qui aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Personnellement, je considère que nous sommes tous des porteurs d'handicap. Des porteurs d'handicap potentiellement à divers niveaux. Et je trouve que le monde de l'handicap souffre des fois de triple, quadruple peine. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà, ils sont déjà par cette situation, qu'elle soit un handicap psychomoteur ou psychique. Mais il y a le handicap souvent affectif, il y a l'handicap matériel et vient s'ajouter toutes les difficultés administratives. Voilà. Alors, je pense que la Martinique peut être un pôle d'excellence, j'allais dire, autour de l'écologie de l'handicap. Parce qu'il y a une écologie aussi de l'être humain, de l'individu. Et donc, fondamentalement, nous sommes partie prenante, justement, de faire en sorte que l'handicap soit limité. Ça fait partie de l'écologie, les places handicapées, le respect des places de parking, etc. L'accès à mobilité réduite dans tous les secteurs, mais aussi, j'allais dire, j'ouvre un débat, si je peux me permettre, c'est qu'est-ce qu'on fait de la partie affective. J'ai été confronté, moi, à des personnes souffrant de handicap, et bien souvent, ils étaient punis de la partie affective. On estimait qu'ils n'avaient pas droit. Et notamment la partie... Alors que ce sont des humains. Alors que ce sont des humains. Et donc, il y a un véritable problème aussi à ce qu'ils puissent, j'allais dire, j'ose le mot dire, jouir des parties du corps qui ne sont pas handicapées. C'est ça. Et c'est vrai que c'est aussi une stabilité psychologique. C'est une stabilité et ça améliore, il a été prouvé que ça améliore grandement leur progrès, mais aussi leur sensation d'être utile et de vivre la vie. Ça. De vivre donc il manque des structures dans ce sens. Il manque des structures, mais il manque aussi surtout la mentalité et une ouverture d'esprit. Handicapé n'a pas le droit de faire telle chose ou telle chose. Donc aujourd'hui, je pense que l'écologie passe par les besoins intrinsèques de l'homme. Boire, manger, faire l'amour, sortir, les socioplaisirs, les psychoplaisirs, etc. Et se sentir inséré complètement dans la société à tous ces niveaux de besoins. Et voilà. Et donc, sans être pointé du doigt. Exactement. C'est normal d'aimer, d'être aimé, quel que soit son état. Parfait. Allez, peut-être que là, c'est aussi un autre sujet. On rentre dans la politique, là, parce qu'on va parler de la grève de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. 5 mois après, grosso modo, première grève avec une situation peut-être que les grévistes, peut-être manque de dialogue. Que s'est-il réellement passé? On regarde le reportage et puis vous étiez aussi dans cette dynamique politique pour l'accessibilité à la CTM. Donc vous allez me donner votre point de vue dessus. À l'appel de 5 syndicats, les agents de la collectivité territoriale de Martinique ont arrêté le travail ce matin et ont bloqué les accès de nombreux sites comme le centre de Plateau-Roi à Schellcher. Par cette action, les salariés souhaitent exprimer leur malaise au sein de la collectivité. Un manque de dialogue social serait à l'origine de leur manifestation. Nous avons décidé d'engager ce mouvement de grève après plusieurs courriers indiquant les problèmes qui existaient et demandant des audiences qui n'ont pas eu lieu pour le moment. Donc à partir de ce moment, nous avons décidé de mettre une plateforme revendicative et de lancer un préavis de grève. Alors, quels sont les points de la plateforme, notamment le renouvellement des contrats de CDD qui sont aujourd'hui en cours d'arrêt par la nouvelle équipe. Alors que ces personnes sont sur des postes budgétaires
ou sous des postes de remplacement de congés de longue durée, etc. Donc on a des situations diverses d'un établissement à un autre. Ce qui nous interpelle le plus, c'est que ces décisions sont prises sans analyse véritable des enjeux et ça nous pose problème dans le cadre de la continuité du service public. Il y a d'autres problèmes qui existent. Il n'y a pas que ce problème des CDD, il y a des problèmes de moyens de fonctionnement des services qui existent parce qu'il y a une lourdeur administrative qui s'est mise en place. La prise de décision est de plus en plus longue et ça pose problème de fonctionnement, notamment dans les services sociaux où il y a des décisions urgentes à prendre quand il y a des problèmes de placement d'enfants. Donc il y a ces situations-là qu'on dénonce aussi. Et aujourd'hui, on peut vous dire que des gens qui sont utiles dans les services sociaux de la collectivité sont en train de recevoir leur lettre de fin de contrat. Donc pour nous, ça ne peut pas continuer. Il faut vraiment qu'on discute et qu'on aille au fond des choses de manière à savoir où sont les véritables besoins de fonctionnement en matière de services publics dans la collectivité. Les agents du laboratoire départemental d'analyse ont également suivi cet appel à la grève. Ils étaient présents à Plateau-Roi pour exprimer leur mécontentement. Le personnel du LTA, du laboratoire territorial d'analyse, a été stupéfait de voir que certains techniciens ont commencé à recevoir des lettres de fin de contrat. Donc nous avons une équipe de techniciens de laboratoire, nous en avons à peu près une quinzaine. Et il y a un peu moins de la moitié qui est en CDD actuellement et qui va se faire licencier au fil des mois à venir. Ce qui veut dire que nous allons nous retrouver dans les capacités de travailler. Donc comme on ne nous entend jamais, on ne nous voit jamais parce que nous ne faisons que travailler, nous souhaitons continuer à travailler. Et pour cela, nous avons besoin de notre personnel formé, notre personnel qualifié. Donc ces agents-là, ils sont là parmi nous et tous leurs collègues ont souhaité leur apporter leur soutien. La collectivité territoriale de Martinique connaît sa première grève après sa mise en place en janvier 2016. Les salariés espèrent être entendus. Première grève de la CTM. Oui, c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat. Moi, je ne vais pas revenir sur ce qui a été fait. Bon, les gens sont embauchés, ils sont embauchés. C'est vrai que dans la préparation pour une fusion de collectivités, ça peut paraître assez bizarre d'embaucher pas tous azimuts, mais d'embaucher en sachant que on a toute une nouvelle organisation à mettre en place. Mais c'est fait, c'est fait. Moi, c'est mon avis strictement personnel. C'est un système politique qui se fait... Mais c'est mon avis strictement personnel que je donne. Je suis un père de famille et en même temps, je suis conseiller financier aussi dans un établissement bancaire. Je vois les difficultés qu'il y a pour certaines personnes à se projeter, à construire leur vie. Particulièrement des jeunes? Des jeunes, mais avec ces emplois en CDD, les banques ont du mal à octroyer des prêts, ne serait-ce que même pour un véhicule. C'est ça, oui. Alors, aller voir pour une maison, etc. Le service public et les collectivités de Martinique ont souvent été épinglés par une charge de personnel trop élevée. Mais savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que chaque personne a son... Mais si les collectivités... Certains pensent que c'est du clientélisme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Mais fondamentalement, nous avons une précarité sociale dans ce pays qui est énorme. C'est ça. Donc les collectivités jouent un rôle tampon qui est extraordinaire et qui est important. J'ai été conseiller municipal, moi, dans une commune du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il faut penser à ne pas surcharger la collectivité avec des charges de personnel. Mais le personnel est là. Je pense que tout doit être fait pour conserver ces emplois. À la limite, je dis bien à tous les Martiniquais qui m'écoutent que s'il faut qu'il n'y ait pas de route qui soit faite cette année, supplémentaire, mais qu'on privilégie l'emploi et donc la vie de ces gens et familiale de ces gens, personnellement, je suis pour. Je suis pour qu'on arrête de financer un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément très écologiques pour la sauvegarde de l'écologie humaine aussi. Et l'emploi fait partie de l'écologie humaine. Quelqu'un qui se réveille... Je ne vais même pas parler d'emploi, je vais parler de œuvrer. Quand on se réveille le matin, on œuvre à sa vie,
Et donc, on œuvre aussi à la vie du collectif. Et le collectif aussi doit œuvrer pour permettre à chacun de se sentir utile à la société. Donc, il y a déjà un taux de chômage qui est extrêmement élevé. Maintenant, sous les conditions de la grève, je n'ai pas forcément envie d'entrer dans ce débat-là, en sachant que je pense que quand les gens se mettent en grève, en général, c'est parce que soit ils ont peur, soit ils n'ont pas compris, soit il y a un malaise. À 4 mois après une élection, je pense que c'est plus des craintes. Alors bon, il y a des gens apparemment qui reçoivent déjà le licenciement. S'il n'y a pas eu de concertation et qu'on ne sait pas pourquoi et dans quel cadre, comment, est-ce qu'ils vont être embauchés ou pas, est-ce que c'est provisoire, etc., je peux comprendre que subitement, si on reçoit ça, moi, si je reçois ma lettre de licenciement subitement, sans que mon employeur ne m'ait rien dit, etc., moi, c'est clair. Donc, ça, je peux le comprendre. Et je pense que dire que c'est un complot politique, bon, j'ai entendu ça. Je ne sais pas si il faut voir des complots partout, tout le temps. Il y a tout simplement des vies humaines qui sont en jeu. Moi, je ne vais pas dire que derrière, il n'y a peut-être pas de la récupération, etc. Mais je pense que lorsque quelqu'un a reçu sa lettre de démission, je ne sais pas si elle fait un complot de licenciement, pardon. Je ne sais pas si elle est dans un complot quand elle se met en grève. Parce que c'est vraiment elle qui n'aura pas de salaire, qui a peut-être pris des engagements financiers pour payer telle chose, qui a des enfants en études, etc., qui a un foyer, etc. Donc là, aujourd'hui, je demande, moi, en tant que Martiniquais, à ce qu'il y ait le dialogue qui soit repris et qu'on trouve des solutions pour sauvegarder ces emplois. La journée intergénérationnelle, ça c'est un beau sujet, ça montre bien cette solidarité humaine qui s'existait entre les jeunes, les plus âgés, les seniors, comme on les appelle, sur la partie, l'utilisation de l'Internet. C'est beau quand on sait utiliser Facebook, WhatsApp, Twitter, et puis dialoguer avec ses petits-enfants à 8000 km. C'était ça, l'occasion pour certaines personnes, des seniors, de se mettre en lien avec les plus jeunes pour avoir cette technicité et encore comprendre le fait magique, si on peut dire, de l'Internet. Aujourd'hui, à l'Université des Antilles, se tenait la 3e édition de la journée intergénérationnelle de sensibilisation des seniors aux nouveaux outils et technologies de l'information et de la communication. Cette manifestation est l'occasion de créer ou de recréer un lien entre les générations autour de la démocratisation des NTIC. L'objectif principal, c'est de créer du lien entre les jeunes et les seniors. Et je dirais que la problématique de l'utilisation des objets informatiques, c'est le prétexte. Pour nous, on remarque bien qu'il y a des difficultés de relation entre les générations. Et nous avons remarqué dès notre première édition combien ces échanges que l'on pensait difficiles, là par exemple je sors du premier atelier où c'est un peu un atelier d'échange. Donc on voit très bien que les seniors sont très à cheval sur la présentation, sur les formes. Alors que les jeunes en sont moins, ils se sont fait un peu chamailler parce qu'ils sont arrivés en retard, etc. Mais pour eux, l'essentiel n'est pas là. Et je crois que on va voir tout au long de la journée que les liens, les choses, les générations vont se rapprocher. Et systématiquement, en tout cas lors de nos 2 premières éditions, on a vu combien les jeunes et les moins jeunes étaient contents d'avoir passé ensemble la journée et d'avoir pu longuement échanger. D'ailleurs, moi-même, j'avais participé l'année dernière au déjeuner où c'était un moment moins formel et les échanges étaient vraiment très très cordiaux et très cordiaux. Disons que les générations avaient plaisir à se rencontrer. Pour les participants seniors, cette journée leur permet de mieux appréhender les nouveaux outils de communication et de faire tomber les a priori sur les réseaux sociaux et les appareils comme les tablettes. Ça me plaît beaucoup parce que c'est comme ça que je conçois la communication entre personnes, entre humains, que nous soyons reconnus en tant que sujet, qui que nous soyons. L'autre chose, c'est qu'il est question de l'informatique et je n'y connais
absolument rien. Ça va paraître surprenant à beaucoup de personnes, mais jusqu'à présent, ça ne m'a pas intéressé. Or, je me rends compte que c'est une chose importante à raison de la manière dont on peut avoir des informations rapidement dans tous les domaines possibles. Nous sommes en train d'échanger entre nous et avec justement les jeunes qui, malgré le calendrier, nous sommes en mi-avril, donc ils sont en train de préparer leurs examens, malgré leur calendrier changé, eh bien, se mettent à notre disposition. Et donc, il y a un bel échange entre nous, ce qui, me semble-t-il, participe de la constitution du groupe entre personnes eh bien, qui sont désireuses de la même chose et des personnes ayant des niveaux différents. En ce qui me concerne, je leur ai annoncé que je ne sais rien de tout cela, mais absolument rien. Cette manifestation connaît un vif succès. Une quarantaine d'auditeurs, les seniors et une dizaine de jeunes membres de la jeune chambre économique étudiante ont échangé et collaboré tout au long de cette journée. Belle journée tout ça, l'intergénérationnalité. Vous êtes pour ou contre les réseaux sociaux? Moi, je suis pour les réseaux sociaux. Réseaux Quel sociaux. Oui. Donc, un lien social. Et ça crée justement des liens, alors, entre nous, entre la Martinique et le monde extérieur, entre des Martiniquais et de Martinique et la diaspora martiniquaise, entre les générations, et on peut discuter de tous les thèmes. Il y a un thème, et on peut donner son avis, etc. C'est un peu l'idée en bas pied mangoa, et il nous aller parler, et plusieurs générations peuvent venir parler. Le réseau social est intergénérationnel. C'est un moyen, c'est à nous de l'utiliser à bon escient. Tout outil, quand on couteau, on peut tuer, on peut couper, etc. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables. Et comme l'a dit l'ancien maire de Fort-de-France, oui, aujourd'hui, on peut aller chercher des informations et surtout, on peut aller chercher une autre information qu'une information officielle. Donc, pouvoir avoir un esprit critique. Parce qu'il me semble que l'objet, normalement, de l'éducation dite nationale est justement d'éveiller à l'esprit critique. Or, si on nous bombarde quasiment des mêmes types d'informations, le même mode journalistique, etc., le même formatage, on est dans un moule et finalement, notre cerveau devient fainéant. Les réseaux sociaux ont ça comme source, comme apport, c'est justement l'éveil à des informations complètement différentes. Et oui, il faut avoir l'esprit critique pour justement faire le tri et prendre ce qui nous concerne. Et chacun va prendre ce qui le concerne. Et moi, je suis émerveillé de voir la qualité des productions qui sont faites sur les réseaux sociaux et des reportages, des articles. Les gens fouillent, ils cherchent, ils publient, etc. Ils contre-publient, ils argumentent, contre-argumentent. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça fait vivre. Tout à fait. Et le réseau social, vous y êtes aussi, hein? La Sopama, la Sopama a un compte Facebook et une page j'aime. Oui. Donc, une page publicitaire qui permet justement d'évaluer les personnes qui nous suivent. Et donc, voilà. Et bientôt aussi, nous sommes aussi sur Twitter, nous sommes... Vous êtes sur WhatsApp, Instagram... Vous êtes sur tout. Presque. Ça demande aussi une gestion, une veille. Absolument. Une veille. Et on va terminer sur les 2 veilles que vous avez, donc puisqu'en fait vous avez quand même une activité pour. Oui, dimanche déjà, nous sommes en train pour parler avec EDF pour un partenariat sur un film à réaliser sur la vie de la mangrove. Ouais. Donc nous allons dimanche répertorier les sites qui nous semblent les plus opportuns, les mieux. Et puis, nous avons le 30 avril qui vient, une action sur le terrain, je l'annonce, nous ne pas personne. Nous allons les frégates, baigner d'un côté, et quand vous parlez quand nous baignons, et vous prenez un monsieur qui a 70 ans, et puis qui l'a et puis familier depuis 1936. Et je le dis, les autorités de l'État sont complices pour avoir dit que ce monsieur avait une parcelle qui était là, alors qu'il habite là, et qu'il paye sa taxe foncière, paye sa taxe d'habitation. Pourquoi? Parce qu'il gêne un gros propriétaire pour son petit confort de plage privée. C'est inacceptable dans le pays. Et puis, nous avons aussi ce combat par rapport à l'usine Albioma que nous continuons à mener. Nous voulons stopper ça. Nous avons aussi le combat par rapport à Saint-Joseph. Vous avez un château d'eau, vous avez un périmètre notamment où on ne doit pas construire, c'est ce qu'on appelle une zone Céveso, station-service, déchetterie, blanchisserie. Bon, bref,
Et encore une fois, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ces activités-là viennent rentrer dans le sol et rentrer après dans l'eau du château d'eau. Donc c'est ça. Non, vraiment. Donc nous continuons le combat sur le littoral, nous continuons le combat pour l'énergie propre et puis nous continuons à mener des combats pour tout ce qui est sauvegarde du patrimoine martiniquais. Je signale qu'on a empêché un Martiniquais d'entrer sur un île le lundi de Pâques. Nous avons cette affaire aussi à élucider. Pièce Lillet, pas taper son. Paola dit, bien dit, monsieur Olivier Bérisson. On rappelle que vous êtes le président de la SOPAMAR, nouveau président de la SOPAMAR. On vous souhaite bon courage, bonne continuation. Et puis, bien entendu, Zouk Télévision sera toujours à votre disposition pour porter les informations. Merci un pile et un pile l'amour, Martinique. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. 7 jours à Martinique, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine.